Donc je vais vous présenter le système scolaire finlandais tel qu'il était, tel qu'il est actuellement, puisque la grande nouveauté, c'est justement l'intégration de tous les enfants de tout profil dans les classes normales. Donc toutes les classes de la société, toutes les classes sociales suivent exactement le même enseignement, qu'on ait des difficultés d'apprentissage ou pas. On a aussi en Finlande l'intégration des handicapés quand c'est possible. Toutes les écoles sont d'accès libre à tous les handicapés. S'il y a des handicapés difficiles, ils peuvent être dans une structure spéciale, sinon ils vont dans l'école du quartier et ils auront une assistante personnelle pour les aider. Les étrangers, je pourrais dire deux mots aussi un peu plus tard, sont aussi intégrés dans les écoles du quartier, mais à condition bien sûr de connaître la langue. Alors un petit rappel, maintenant ça devrait être tout blanc parce que la Finlande est couverte sous la neige, 70 cm de neige à Helsinki dans le sud, mais c'est un pays, vous voyez, par rapport à la Belgique, très grand, très allongé, mais avec une très très faible densité de population, surtout au nord. Et bien entendu, au nord, il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas les écoles pour les enfants, donc défavoriser les enfants qui habitaient dans les régions plus au nord du cercle polaire. Et on a dû construire donc toutes sortes d'écoles sur tout le territoire pour donner à tous les mêmes chances. Comment ça se présente? Eh bien, contrairement à beaucoup d'autres pays, la scolarité obligatoire ne commence qu'à l'âge de 7 ans. À 6 ans, il est possible d'avoir une classe préscolaire depuis qu'elle est gratuite et dans l'école du quartier ou dans le jardin d'enfants du quartier, on peut dire que 100% de la population des enfants suivent cette classe préscolaire, mais il y est interdit d'apprendre à lire et à écrire, mais avec des jeux, on peut bien sûr bien préparer à l'école. Donc à 7 ans, l'enfant commence la scolarité et il n'y a pas de distinction ni de filière jusqu'à l'âge de 16 ans. Les enfants feront toutes les matières de la même façon dans toutes les écoles et sur tout le territoire. Il n'y aura pas d'examen entre les différents cycles et il n'y aura même pas d'examen national à l'âge de 16 ans, à la fin de la scolarité. Cependant, ils auront bien sûr un certificat de fin de scolarité et les notes doivent toutes être positives, c'est-à-dire que chaque matière sera notée et pour quitter l'école, il faut avoir réussi un minimum dans chaque matière, puisqu'on donne exactement la même valeur à toutes les matières. Donc, avoir une bonne note en mathématiques, c'est pareil qu'avoir une bonne note en sport, une bonne note en dessin, c'est pareil. Donc, il faut que toutes les matières soient réussies, on ne fait pas une moyenne, toutes les matières doivent être réussies pour quitter l'école. Ensuite, bien entendu, selon la moyenne du bulletin, on pourra rentrer dans un lycée ou dans une école professionnelle. Et je vous montrerai quelques chiffres un peu plus tard qui montrent que l'école professionnelle a été extrêmement valorisée en Finlande, c'était la réforme qui a voulu ça, et il est quelquefois plus difficile de rentrer dans une école professionnelle que dans un lycée d'études générales. Ce qui n'empêche pas que les élèves ayant commencé une école professionnelle pourront passer un baccalauréat qui leur permettra ensuite de continuer des études à l'université ou dans des instituts universitaires professionnalisés. Par contre, vous avez vu, on compte première année d'études, c'est classe 1, il y a un petit 10 qui se balade tout seul, et c'est parce que si les élèves passent d'année en année sans redoublement en général, de classe en classe jusqu'à la fin de la scolarité jusqu'en classe 9, certains n'ont pas les notes suffisantes pour entrer au lycée ou à l'école professionnelle. Et dans ce cas-là, on leur donne la possibilité d'améliorer les notes des matières qui sont nécessaires pour postuler au lycée ou à l'école professionnelle. Donc jusqu'à 18 ans, il y a une scolarité qui se passe assez bien,
On passe d'année en année assez facilement. Et à la fin du lycée, il y a un baccalauréat qui est le seul examen national qui est corrigé par une seule commission, je vous en parlerai un peu plus tard. Et sans cet examen, on ne peut pas continuer des études supérieures. Donc presque tout le monde passe cet examen. On le passe en une fois, deux fois, trois fois, mais on a cet examen. Et ensuite, les difficultés commencent dans le système finlandais puisque l'université n'est pas d'accès libre. Il faut passer un concours d'entrée pour entrer à l'université ou dans les instituts universitaires. Donc ce qui est différent, ce qui a changé, c'est que des écoles sur tout le territoire et une décentralisation vers les communes, c'est-à-dire que l'État donne des fonds, bien entendu, aux communes pour qu'elles gèrent, pour qu'elles construisent les bâtiments, recrutent les enseignants et s'occupent de toutes les facilités des écoles. La grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de filière. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a pas de redoublement parce que ça ne sert à rien et ça coûte trop cher, et que les élèves qui redoublent sont encore plus faibles que ceux qui avaient passé faiblement de classe en classe. Une évaluation, et ça c'était un changement de mentalité qui est tardive, ça on le comprend, mais qui doit être positive. Donc ça je reviendrai aussi, on doit bien sûr évaluer ce que les élèves ont appris et non pas mettre le doigt sur ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas encore appris. Et bien sûr, pour que le système réussisse, il fallait repenser toute la formation des enseignants. Et on a introduit aussi l'enseignement de la première langue étrangère très tôt dans le primaire. Alors, dans la pédagogie de cette nouvelle école, eh bien, on a donné beaucoup d'autonomie, je vous ai dit, aux communes, mais aussi aux écoles et aussi aux enseignants. C'est-à-dire qu'une fois qu'un enseignant a été choisi par un chef d'établissement, le chef d'établissement, c'est lui qui choisit ses enseignants en fonction de l'équipe pédagogique qu'il a déjà. Il prendra la personne avec le dossier et puis par des interviews, la personne qui correspond le mieux à ce qu'il cherchait. Eh bien, le professeur, on lui fait 100% confiance, il est autonome dans sa classe, il fera absolument le tout pour que tous ses élèves réussissent. Les méthodes ont changé aussi et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus rentable de faire travailler, par exemple, les enfants en groupe. Et ça, pour les enfants ayant des problèmes, c'est très très important. Les enfants doivent s'apprendre aussi à s'évaluer. Donc l'auto-évaluation est aussi importante que l'évaluation du maître. Et puis, on évalue aussi les camarades. Donc si chacun s'évalue, auto-évalue les camarades, et évalue les camarades, eh bien, ça passe mieux. Et ce qui est important, un enseignant ne fait plus classe à des élèves, mais à chacun des élèves de sa classe. C'est-à-dire qu'il doit adapter son enseignement à chacun des enfants. Donc vous voyez bien que s'il y a des problèmes de lenteur, de dyslexie ou autre, eh bien, il doit en tenir compte, puisque chacun des enfants doit réussir. Alors, ce qui est, bien sûr, dans ce système, c'est l'égalité sociale et la grande équité. Donc, j'avais fait une fois une conférence que l'enfant est vraiment au cœur du système. Donc, on est moins en Finlande à donner des connaissances à un enfant, mais à faire pour que cet enfant, par lui-même, essaie de... Donc, je disais que les enfants, on leur demandait, on les faisait passer de classe en classe, on avait plus ou moins, ce n'est pas interdit, aboli le redoublement, mais les petits Finlandais n'étant pas plus intelligents que les autres petits-enfants, il y en a qui ont besoin d'aide. Et bien sûr, c'est par le soutien individualisé, personnalisé des enfants qui en ont besoin qu'on peut ensuite, bien sûr, faire passer tous les enfants d'une classe à l'autre. Et c'est par l'introduction de l'enseignement spécialisé dans les écoles que cela peut se faire. Donc, dans chaque établissement, il y aura des professeurs des écoles dans les petites classes qui feront toutes les matières,
qui suivront le plus longtemps possible leurs élèves, qui seront aidés par des assistants pour quelquefois faire des groupes, mais qui seront aussi aidés par des spécialistes dans la classe, comme la première dia que j'avais montrée. Il y avait un professeur qui faisait classe et il y avait un adulte qui était à côté d'un enfant. Donc il peut y avoir donc une orthophoniste, il peut y avoir n'importe quel spécialiste à côté d'un enfant pour l'aider dans la classe. Si les problèmes sont un peu plus importants, la spécialiste pourra prendre l'enfant en dehors de la classe, dans un petit groupe ou seul. Mais on a prévu dans le système, dans chaque classe, pour chaque école, il y a un certain nombre de professeurs spécialistes, un certain nombre d'assistants pour aider les enseignants. On a aussi voulu la promotion des enfants de l'immigration. Donc, quelques mots à ce sujet. La Finlande n'est pas depuis longtemps un pays d'immigration, mais on a commencé peut-être assez prudemment et on a accueilli les enfants d'abord en bain linguistique pour apprendre le finnois. Ensuite, ils sont mis dans les classes des écoles du quartier, mais le finnois ne sera jamais considéré comme leur langue maternelle. Ça sera toujours une langue seconde pendant toute la durée de leurs études, même supérieures. Ensuite, on oblige à conforter leur propre langue maternelle, surtout quand ils sont jeunes, pour développer leur imaginaire. Donc à Helsinki, par exemple, dans une certaine école, il y avait 21 langues maternelles qui étaient enseignées. Pas forcément par des enseignants, mais par des parents qui font la lecture, qui racontent les contes, qui transmettent la culture de la langue des enfants. Donc on insiste énormément sur l'acquisition de la propre langue maternelle et la langue du pays qui est la langue seconde. Et on apprend bien sûr à apprendre, c'est ça le leitmotiv. Ce n'est pas l'enseignant qui peut faire le travail d'apprendre à la place de l'élève. Donc là aussi, c'est une méthode qui a changé dans l'enseignement traditionnel. Alors, ce qui est caractéristique de la Finlande, c'est le dépistage extrêmement précoce des enfants qui risquent d'avoir des problèmes. J'ai suivi un forum sur la dyslexie à Paris il y a quelques jours, et j'ai vu qu'en Finlande, on s'y prenait vraiment très très tôt. Pendant la grossesse des mamans, on regardait s'il y avait des facteurs héréditaires qui feraient que peut-être l'enfant aurait des difficultés. Et pendant toute la première enfance, les Finlandais ont l'habitude, c'est normal, d'aller dans des centres médicaux de leur quartier dans lesquels il y a ce que nous appelons un dispensaire qui suit la maman pendant sa grossesse, qui suit le bébé dès sa naissance. C'est là et uniquement là que se feront toutes les vaccinations et on suivra aussi le développement de l'enfant. Donc on arrivera à déceler assez rapidement s'il y a quelques troubles avec des jeux, avec des couleurs, avec des formes. Et le dossier suivra dans le jardin d'enfants, à l'école primaire, à l'école. Et ensuite, on sera, disons, au courant que même avant déjà l'apprentissage de la lecture, il se peut que cet enfant ait quelques petits problèmes, mais il faut être au courant. Ensuite, bien sûr, on fait des tests quand on voit les premières difficultés, et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, c'est que tout de suite, il faut déceler les enfants dyslexiques, par exemple, pour pouvoir avoir une pédagogie adaptée. Alors, ce qui m'avait étonné, c'est qu'en France, il n'y a pas beaucoup de dyslexiques, n'est-ce pas? Mais en Finlande, il y en a entre 10 et 15%, et les derniers chiffres disent même peut-être 20%. Alors, il faudrait peut-être mettre un point d'exclamation, pas d'exclamation, mais d'interrogation, bien sûr, à des niveaux, à des degrés tout à fait différents. Mais c'est contraire à tout ce qu'on pense, puisque le finnois, c'est une langue absolument transparente, syllabique,
très clair. C'était ce qu'on avait dit quand la Finlande avait eu de bons résultats aux enquêtes PISA, en disant mais bien sûr c'est normal, ils ont une langue tellement transparente. Mais ils ont des dyslexiques parce que c'est une langue agglutinante, donc comme il n'y a pas de préposition, il n'y a pas d'article, on met les mots les uns à côté des autres qui se déclinent avec 14 cas, donc on a bien sûr un mot grand comme ça qui veut dire toute une phrase, toute une chose. Donc je pense que c'est très difficile pour les enfants de bien couper. Moi je le sens puisque en tant qu'étrangère, j'ai mal coupé quelquefois le mot, puis j'ai compris autre chose puisque ça a un autre sens. Donc, comme je disais, les Français, c'est curieux, font bien sûr B et D, c'est l'image qui est inversée, mais il y a plus encore le son qui gêne. Parce que moi, quand au téléphone je donne un nom, on me demande si c'est par exemple un B dur ou mou. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors s'il est dur, c'est un P, s'il est mou, c'est un B. Donc ils font mal la distinction entre B et P, entre D et T, qui ne sont pas dans l'alphabet normal finlandais. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes de ce genre-là. Donc la transparence de la langue ne donne pas facilement quand même la possibilité d'être sans dyslexie. Je ne sais pas comment vous prononcez vous, mais moi quand je suis arrivée en Finlande, j'ai dit taka, 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 taka. Bon, ben, il y a 4 sens différents. Donc il était extrêmement difficile d'allonger, parce qu'on ne dit pas ta, a, ka, non. Il faut simplement avoir une voyelle un peu plus longue ou un peu plus courte. Mais moi, en tant que Française, j'ai eu énormément de mal, ne serait-ce que bien prononcer mon nom. Antilla, il y a 2 T, il faut vraiment que j'y pense pour bien le prononcer. Donc, je pense que c'est le même problème pour les dyslexiques. Donc il y a cette difficulté des voyelles longues et des doubles consonnes. Et il y a encore Tuli, Tuli, Tuli. Alors c'est Tuli, Tulli, Tuli. Mais ce sont de tout petits exemples. Et là, il n'y a pas de mots qui sont longs, donc on peut continuer. Alors là, l'enseignement spécialisé, qui existe depuis longtemps, était quand même plutôt dans une classe à part ou en partie à part, mais on s'aperçoit que de plus en plus, on intègre au sein de l'école et dans la classe même tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Vous voyez qu'on compte que c'est à peu près 8%, peut-être qu'il y en a beaucoup plus, mais ils sont en majorité intégrés dans les classes normales. Alors, ce qui m'avait frappé, le baccalauréat étant le seul examen national, on peut vraiment avoir des statistiques fiables. Avant 2000, on ne prenait pas en compte dyslexie ou pas dyslexie. On pensait que l'école fondamentale avait fait son travail et que ça n'avait plus d'importance. Et on s'est aperçu que même si on avait permis aux enfants d'apprendre, d'avoir des connaissances, la dyslexie même atténuée, elle existait toujours. Donc on a permis à ceux qui préparaient le bac, avec certificat à l'appui, d'avoir une évaluation différente selon les matières. On leur donnait des points supplémentaires pour les matières où il fallait écrire, mais surtout on leur donnait beaucoup plus de temps. On leur permettait d'avoir des textes écrits de façon plus claire, avec des espaces plus clairs, sur un papier de couleur. Je ne sais plus si c'est jaune ou bleu, mais il y a des couleurs qui sont plus faciles d'approche. Et surtout d'utiliser un ordinateur, puisque en utilisant un ordinateur, ça diminuait quand même les possibilités de faire des fautes. Mais c'est surtout le temps, on leur donnait beaucoup plus de temps. Mais depuis toujours en Finlande, on a donné pour tout examen au baccalauréat 6 heures pour faire toutes les épreuves. Chaque épreuve, ça dure 6 heures, donc toute la journée. Et bien sûr, les 3/4 des élèves ont le droit de quitter la salle d'examen à la moitié, c'est-à-dire après 3 heures, ils peuvent quitter la salle d'examen, c'est ce qu'ils font. Mais cela permet à ceux qui sont plus lents, pour une raison ou pour une autre, de quand même montrer ce qu'ils savent. Donc ça a toujours été une épreuve très longue,
mais même avant ça. Alors, ces chiffres, pourquoi? C'est qu'avant 2000, il n'y avait pas de dyslexiques en Finlande qui passaient le bac. Parce que personne n'avait de certificat et personne n'en parlait. Et puis un peu à la fois, on a vu que les écoles annonçaient un peu plus de dyslexiques et maintenant on est arrivé à 9,6% l'année dernière. Et puis je pense que l'année prochaine, il y en aura encore un peu plus. Donc ça veut dire que on n'a pas supprimé la dyslexie, mais maintenant tout le monde est au courant qu'avec le certificat, on a quand même une possibilité de passer cet examen, de ne pas être sanctionné par l'orthographe, la dysorthographie, et de pouvoir réussir et d'avoir la belle casquette blanche qui est le symbole du bachelier en Finlande. Ce qui a changé, bien sûr, c'est que si on doit s'adresser à chacun des élèves, il ne faut pas faire des cours magistraux, mais essayer de faire des activités différentes et de faire travailler des groupes avec différentes tâches. Et le professeur finlandais a abandonné la dictée de connaissances. Les élèves ne prennent pas ou très peu de notes. Ce n'est pas un pays où on écrit beaucoup. On écoute, on discute, on pose des questions. Le cours écrit viendra après. Il se trouve en ligne, il se trouve dans le livre, il se trouve ailleurs. Et je vais vous illustrer quelque chose aussi. La Direction nationale de l'enseignement, qui suit de très près les progrès des enfants, avait vu qu'il y avait des différences entre les garçons et les filles, qu'il y avait certains enfants qui étaient plus lents que d'autres, que quand on intégrait tous les enfants avec difficulté d'apprentissage, eh bien, l'informatique, c'était génial parce que ça permettait de récupérer tous ceux qui avaient quelques petits problèmes. Donc, on a imposé dans la formation initiale des enseignants d'être d'abord préparés, mais aussi d'utiliser dans chacune des matières les ordinateurs, un certain pourcentage, avec des supports numériques, justement pour compenser, pour permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir montrer ce qu'ils savent. Alors, pas de notes, mais des cartes heuristiques. Je crois que j'ai mis la dia juste à côté. Vous savez ce que c'est qu'une carte heuristique où l'enfant met des mots-clés et dessine. Donc, les cahiers d'enfants finlandais, tout petits jusqu'au baccalauréat, c'est bourré de dessins, bourré de couleurs, parce qu'ils ont l'habitude de prendre leurs notes en mettant des cartes Mindbutt, de mettre leurs idées, de les classer. Et bien sûr, ça c'est une des choses qu'on demande quand les enfants sont dyslexiques. C'est beaucoup plus facile pour eux de faire des dessins avec des couleurs pour classer leurs idées. Et ensuite, ils referont un résumé avec ce qu'ils ont compris. Il n'y en aura pas deux qui seront semblables, mais ce qu'ils diront, ils le sauront, ils l'auront appris. Et ça, on a trouvé que c'était génial. Alors, l'évaluation, un pays sans notes, ça fait très bizarre de mettre des appréciations, mais oui, c'est comme ça qu'on commence dans les premières années. On met ensuite des notes, mais comme je vous l'ai dit, en essayant d'être positif, c'est-à-dire en soulignant ce qui a été appris. Par déduction, il y a encore une route à faire, il faudra continuer les efforts. Mais il y a, comme je vous ai dit, qu'il n'y avait pas d'examen national en fin de scolarité, alors comment sait-on ce que les élèves savent? Ça, c'était la grande question. Eh bien, la Direction nationale de l'enseignement envoie des examens échantillons dans le pays très régulièrement pour chaque matière à la fois. Et bien sûr, la langue maternelle et les mathématiques reviennent très souvent. Donc, on impose à un certain nombre d'écoles de faire ces examens. On ne met pas les noms des élèves, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais on fait la moyenne de la Finlande et la moyenne de cette école. Si l'école a plus que la moyenne de la Finlande, on mettra comme annotation « Bravo, continuez vos efforts, vous êtes une école dynamique ». Si la moyenne de l'école est celle de la Finlande, on dira « Vous savez, vous n'avez que la moyenne ». Donc peut-être vous pourriez faire des projets, peut-être un peu de formation continue pour vos enseignants, regardez un peu si vos élèves sont bien suivis,
Et si l'école a le malheur d'avoir en dessous de la moyenne, alors là, il y a intervention pour discuter qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu maladie longtemps d'un professeur? Est-ce qu'il manque des moyens? Et on pourra dégager peut-être des aides supplémentaires pour aider les enseignants, pour aider la direction. On aura peut-être des enseignants spécialisés, des assistants supplémentaires pour essayer que l'école remonte au-dessus de la moyenne. Et ce qui est, je redis toujours la même chose, mais c'est comme ça l'enseignement, hein, il faut toujours répéter, ce qui est important, c'est que toutes les matières ont la même importance. Il n'y a pas de coefficient, et moi je trouve ça génial. Il faut trouver que dans chaque enfant, il faut valoriser les enfants et leur dire qu'ils sont bons dans quelque chose. Donc ils sont bons en cuisine, ils sont bons en mathématiques, ils sont bons en lecture, ils sont bons en géographie, peu importe, mais chaque matière, c'est utile pour la vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, mais avec un petit chiffre qui montre que de 0%, on est passé à 2%, on est à 11%, et les statistiques de 2025, on pense que dans 15 ans, il y aura 25% d'étrangers en Finlande. Ce qui, alors, il vaut mieux commencer comme ça, doucement, pour pouvoir mieux les intégrer, qu'il n'y ait aucun problème. Et bien sûr, ils auront eux aussi, non pas parce qu'ils sont dyslexiques, ils peuvent l'être aussi, mais ils auront un soutien supplémentaire puisque le finnois n'est pas leur langue maternelle. Donc ils auront toujours à leur disposition quelqu'un qui leur fera en finnois une aide supplémentaire. Alors c'était une des raisons pour lesquelles je suis venue en Belgique, je crois, c'est parce qu'il y avait un peu d'échecs scolaires en Belgique, non ? Et qu'en Finlande, on s'était aperçu qu'il n'y en avait pas. Donc, si les 100% des élèves sont scolarisés, je n'ai pas tellement insisté, mais je peux redire maintenant que tous les enfants, oui, c'est peut-être le secret de la Finlande, il n'y a qu'un seul réseau. Donc, je sais ce que c'est qu'un réseau en Belgique. Donc, il n'y a qu'un seul réseau, puisqu'on avait demandé aux écoles privées, qui faisaient moitié-moitié avec les écoles publiques ou communales, d'offrir exactement les mêmes programmes, les mêmes avantages à tous les enfants, donc scolarité absolument gratuite. On ne paye pas les fournitures, on ne paye pas les manuels, on ne paye pas les voyages, on ne paye pas la cantine avec des repas chauds, diversifiés, un tiers des besoins nutritifs pour une journée. On ne paye pas l'enseignant spécialisé, on ne paye pas le psychologue, on ne paye pas tout le personnel qui est là pour aider les enfants. Donc tout cela est gratuit. Alors bien entendu, les écoles privées ont fait de petits calculs et sont très gentiment rentrées dans le système normal pour offrir les mêmes avantages. Donc il y a de toutes petites différences, mais elles sont 100% subventionnées par l'État aussi, ou par les communes. Donc dans l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a 0,23% de déficients graves qui ne pourront pas avoir leur certificat. Mais tous les autres, tout le monde, on peut considérer que c'est une réussite à 100%. On arrive à 16 ans à avoir des connaissances de base minimum pour tous les enfants, qui pourront ensuite continuer. Là, c'est l'abandon, c'est-à-dire ceux qui décrochent. Alors, 4% au lycée, c'est voulu par la courbe de Gauss qui dit qu'il y a forcément 4% de génie, 5% de génie, et 5% d'enfants qui n'ont pas le niveau. Mais ça ne veut pas dire que l'année suivante ou l'année d'après, ils ne vont pas suivre des cours du soir gratuits pour essayer d'avoir le diplôme qui leur permettra de continuer plus tard. Donc il y a souvent, il faut se méfier avec ces chiffres, il y a beaucoup qui arrêtent, beaucoup qui échouent, mais qui se disent quand même, avec un peu plus d'effort un peu plus tard, ils y arrivent et ils continueront. Le professionnel, c'est la même chose. Alors maintenant, c'est le gros problème. On porte l'accent sur le professionnel. Peut-être on avait mal orienté les élèves.
on ne leur a pas donné la bonne orientation, le bon métier, et on intensifie l'orientation personnalisée des élèves pour qu'ils n'abandonnent plus, parce qu'ils abandonnent, mais ils vont dans une autre branche après. Et vous avez pour les chiffres supérieurs aussi, mais vous voyez que le pourcentage d'une classe d'âge, c'est quand même infime. Hein, c'est-à-dire, une fois qu'on a commencé, il y en a peu qui arrêtent, mais ils changeront peut-être après de voie. Alors, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'un enseignement comme ça, où tout est gratuit, où on aide? Ben non, ça ne coûte pas plus cher que... C'est un petit peu moins qu'en France. Et en Belgique, là, je n'ai pas osé parce que je ne connais pas les derniers chiffres, mais voilà à quoi ça coûte. Donc, la Finlande a fait des économies dans l'éducation. Et une fois, je me souviens avoir blessé beaucoup de gens parce qu'on a réduit le personnel dans un établissement. Il y a le proviseur ou le principal qui est un enseignant qui doit enseigner, qui est secondé par un adjoint ou deux selon la taille de l'établissement, qui a une secrétaire qui s'occupe des études et de l'administration, quelqu'un qui s'occupe de l'économie avec les finances, etc., et le concierge. Tout le reste du personnel, ce sont des enseignants. Et on a supprimé un corps particulier qui était les inspecteurs. Oui, alors j'ai dit ça à une assemblée d'inspecteurs, je me suis fait des amis en Belgique. Donc les inspecteurs ont été déplacés. On les a mis dans les ministères. Mais ils sont très importants puisque c'est eux qui seront derrière les référentiels, les programmes qui seront élaborés et c'est eux qui interviendront. Tout à l'heure, je vous ai dit avec l'évaluation d'une école là, qui ne réussissait pas très bien, eh ben, ce sont ces personnes-là qui seront des conseils et qui iront voir sur place comment améliorer les choses. Alors bien sûr, quand on regarde les coûts, c'est l'école professionnelle qui est la plus chère, puisque tout est gratuit, mais il y a beaucoup de matériel et beaucoup de machines et beaucoup de choses qui coûtent cher. Et dans le budget d'un enfant, eh bien, vous voyez ce que ça coûte, c'est bien sûr le salaire du professeur qui est le plus important. Et après, vous voyez que le bâtiment, l'équipement, puisqu'on est en Finlande et que les écoles doivent être de préférence bien équipées, mais surtout l'équipement, puisqu'il y a par exemple, avec le passage à l'informatique et à la technologie, il y a des villes, comme la ville qui se trouve juste à côté de Helsinki, qui s'appelle Espoo, une ville, c'est devenue la deuxième ville de Finlande maintenant, eh bien, la commune a décidé que dans chacune des salles de classe, il y avait un tableau blanc interactif. Alors, ils ont fait un petit peu vite parce qu'ils n'ont pas encore formé tous les enseignants à bien utiliser ce tableau blanc. Mais en fait, voilà, toutes les écoles sont équipées de rétroprojecteurs, de caméras documents, de tableaux blancs. On peut faire des visioconférences, on peut faire ça dans chaque école, mais maintenant c'est dans chaque classe. Donc les nouvelles écoles qui sont en construction, on met toutes les possibilités possibles, les nouvelles technologies dans toutes les classes. Alors bien sûr, ça coûte cher. L'administration est réduite, mais vous voyez qu'il faut payer des repas. Donc jusqu'à 16 ans, tous les repas, non, jusqu'à 18 ans, tous les repas sont gratuits. En fait, au lycée, tout est encore gratuit, sauf l'achat des manuels. C'est tout. Mais tout le reste est gratuit. Même les transports. Alors, voilà, quelques photos pour terminer de classes qui semblent un peu curieuses, mais ce que je peux dire, c'est que par des activités très concrètes, on ne sait pas qui est dyslexique ou pas dyslexique, ils font partie d'une même classe, il y a beaucoup de travaux en commun. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on travaille en groupe, on travaille avec des choses concrètes, eh bien on s'arrange pour que l'enfant dyslexique n'ait pas besoin d'écrire, c'est lui qui va parler.
Et puis celui qui écrit bien, il écrira. Et celui qui aime parler, qui aime bouger, il ira dire devant les autres ce que l'on a trouvé. Donc le travail en groupe a un énorme avantage de donner à chacun sa place et une responsabilité. Donc je pense que c'était l'image de la fin. Vous voyez qu'il y a travaux techniques. Voilà. Et quand on rentre dans une salle de classe, on s'aperçoit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Parce que tout le monde bouge, tout le monde fait beaucoup d'activités manuelles, tout le monde a quelque chose à faire. Le professeur sort de la classe, il n'y aura pas plus de bruit, parce qu'il y avait déjà du bruit avant. Donc en fait, on apprend aux enfants à se développer par eux-mêmes. On est un guide, bien sûr, il faut être derrière, il faut corriger les erreurs, mais en fait, c'est comme ça que la Finlande a réussi et que tout modestement a donné une chance à tous ces enfants. Et vous voyez que même en incluant les enfants à problème dans une classe normale, si vous regardez les statistiques, ce que je n'ai pas fait, ce n'était pas très intéressant, mais c'est quand même la Finlande qui a le plus petit nombre d'enfants ayant de mauvaises notes. Donc, intégration de tous les enfants à problème, ça ne diminue pas la moyenne, et on a fait pour qu'au contraire, il y a de moins en moins de différences et que ça ne compte pas. Merci de votre attention.